J'ai le grand plaisir de vous présenter Jackie Chaïkov, qui est directrice de recherche CNRS d'un autre laboratoire à l'Université Paris-Saclay, qui va vous parler donc de l'évolution des systèmes de reproduction des plantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. J'attends que le microphone se calme. Oui, c'est bon. Donc, je vais vous montrer plein de jolies photos et parler des différents principes sur l'évolution des systèmes de reproduction des plantes. Alors, ce sont des choses que vous connaissez bien, parce que vous avez tous vu, évidemment, des fleurs. Donc, je vais parler aujourd'hui des fleurs et du sexe. Mais d'abord des fleurs. Vous connaissez les fleurs. Les fleurs, ils présentent une diversité énorme de différentes couleurs, tailles, formes, structures. Certaines fleurs se présentent individuellement, tout seuls, comme l'anémone, le campanule, le coquelicot. D'autres en groupe des inflorescences, comme ce jacinthe, comme le wisteria. Il y a des fleurs simples mais très complexes, comme les fleurs du passiflore, et il y a des fleurs regroupées en inflorescences, le primule, les wisteria, mais aussi qui présentent quelque chose qui ressemble à une fleur, mais qui est vraiment une multitude de fleurs, comme les fleurs décomposées, comme la corondule, là, ou les chicorées. Ça ressemble à une fleur, mais c'est vraiment des dizaines, des centaines de fleurs ensemble, chacun avec une fonction bien particulière. Alors, cette diversité, vous connaissez. Maintenant, à le principe de base des fleurs. Qu'est-ce que c'est une fleur? Alors là, je présente un tulipe ouvert pour voir vraiment l'essentiel. L'essentiel d'une fleur, ce sont ses organes à l'intérieur, qui sont les organes de la reproduction sexuelle des plantes. Là, vous avez les parties femelles, la pistille, avec une stigmate qui prend ou réceptionne le pollen, on discutera, un ovaire qui englobe des ovules qui peuvent devenir des graines. Ici, l'étamine, la fonction mâle de la fleur, avec un antère rempli de graines de pollen. Donc, vous savez alors qu'est-ce que c'est une fleur? Une fleur, c'est la structure qui englobe les organes de la reproduction sexuelle des plantes. La fonction d'une fleur, alors, c'est de faciliter le transfert de pollen d'un antère envers une stigmate. Ça peut se faire à l'intérieur d'une seule fleur ou à l'intérieur d'une seule plante, pour des plantes comme ici, la tulipe, qui a les deux fonctions mâle et femelle à la fois. Mais mieux, c'est le transfert de pollen d'un antère d'une fleur envers un stigmate d'une autre fleur sur une autre plante, mais bien sûr de la même espèce. Alors, cette fonction très simple a engendré toute cette diversité que vous connaissez. Donc là, je donne quelques exemples des formes étonnantes des fleurs que vous avez pour la plupart vues. Il y a des orchidées exceptionnelles, hein? Il y a plein d'autres fleurs que vous voyez peut-être dans vos jardins ou à travers vos balades dans la nature, qui ont des formes très étonnantes, et tout ça pour la seule fonction d'assurer le transfert de pollen d'un antère vers un stigmate. Alors, cette diversité de formes est accompagnée aussi par une diversité d'organisation et de nombre d'organes sexués. Là, on concentre sur les organes mâles, hein, des étamines, et en fait, vous voyez que chez le campanule, il y a peu, il y a 5 en fait, et on voit
on passe de 5 à pas mal, à un certain nombre, à beaucoup et à énormément chez le coquelicot. Il y a une énorme diversité en comment une fleur est construite pour produire et assurer ce transfert de pollen. Et c'est également vrai pour les parties femelles. Là, on revient à notre tulipe qui a un organe femelle qui, en fait, dans les détails du développement, et ça ramasse la fusion de beaucoup d'organes femelles différents dans une seule structure, la pistille. Chez l'hibiscus, c'est exactement la même chose. Il y a une structure femelle qui mène à une seule ovaire. Et là, vous voyez cette organisation assez étonnante des structures mâles qui sont présentées sur la partie femelle. Là, on a une stigmate, là, une stigmate, mais à plusieurs branches. Et il y a des autres plantes à fleurs où cette fusion n'a pas été faite et toutes les parties femelles se présentent indépendamment. Ici aussi, chez le bouton d'or, vous voyez tous les organes femelles qui ne sont pas fusionnés dans une structure commune. Et en extrême, c'est quelque chose que vous connaissez tous, ça c'est une fraise. En fait, chaque graine d'une fraise représente une seule structure femelle présentée avec chaque des points blancs là, ce sont les stigmates qui peuvent réceptionner le pollen et donner lieu à une graine mature. Donc, les fleurs présentent une seule et même fonction d'une diversité de façons. Et tout ça pour assurer ce transfert de pollen d'un anther vers un stigmate. Donc, j'ai parlé des organes sexués de la fleur. Tout le reste, en fait, c'est ça qu'on apprécie en général. Tout ça, les pétales, les sépales, c'est de l'emballage. Et cet emballage qui nous donne énormément plaisir et qu'on trouve fascinant et intéressant, bien sûr. En fait, pourquoi c'est là? Vous savez pourquoi c'est là? Pour protéger, oui, ça c'est très important. Mais en fait, il y a des fleurs qui n'ont pas cet emballage, qui n'ont pas de pétales, qui n'ont pas de sépales, qui sont tout nus. Et on suppose que cet emballage sert à autre chose que la protection, c'est pour attirer des pollinisateurs, des vecteurs du pollen. Parce que les plantes, comme vous savez tous, ils sont sessiles, ils ne bougent pas, ils ne peuvent pas aller chercher un partenaire sexuel pour se reproduire. Ils sont livrés aux mœurs des autres choses pour transporter leur pollen. Et la raison qu'on suppose que cet emballage belle est là pour attirer les pollinisateurs est parce que les pollinisateurs animaux, c'est parce qu'il y a un certain nombre, pas beaucoup, mais un certain nombre de plantes à fleurs qui sont pollinisées par le vent. Et pour la plupart d'entre eux, ils ont très peu d'emballage. Et là, je vous montre des fleurs que, éventuellement, vous n'avez pas reconnues comme fleurs, mais ça sont des fleurs également, qui sont tous pollinisées par le vent, au moins principalement. Des fleurs désirables. Et en fait, il y a des petits pétales, les petites structures, mais vous voyez là exposés vraiment des organes sexués. Chez l'herbe, là, il y a deux exemples, c'est le même, c'est le raygrass anglais là, ça c'est un autre. Ils sont tous pollinisés par le vent et en fait, ils n'ont pas du tout de pétales. Tout ça, c'est énormément réduit et les organes sexués, ils sont exposés parce que la sélection naturelle qui a mené à le transfert efficace du pollen a enlevé tout ce qui empêche le bon transfert par le vent. Donc, chez la plupart des plantes à fleurs pollinisées par le vent, il y a très peu ou pas de périanthes, de structures autour des organes sexués.
Là, c'est un plantain. Vous pouvez trouver ça dans le jardin de Luxembourg à côté, si vous cherchez. Ça ne fleurit pas encore, en fait, mais bientôt, ça va fleurir. Et là, vous voyez les parties mâles exposées, les anthères, et les stigmates, qui sont petits, un peu comme les plumes, pour bien filtrer l'air et attraper les graines de pollen. Pareil pour le raygrass, vous voyez, les fleurs de l'herbe, ils sont magnifiques, ils sont juste tout petits, tout petits. Mais regardez un jour, ils sont super. Donc, parce que les plantes qui sont pollinisées par le vent n'ont pas de pétales, on suppose que les pétales servent justement à attirer des animaux qui sont les vecteurs de pollen pour la plupart des plantes à fleurs. Les insectes sont les vecteurs les plus courants, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des vertébrés, des oiseaux et des chauves-souris qui pollinisent, qui sont des pollinisateurs très importants pour les plantes à fleurs. Bon, évidemment, on n'a pas de colibri en Europe, mais il y a les oiseaux de soleil en Afrique qui occupent la même niche écologique et qui pollinisent beaucoup de fleurs. Et il y a les colibris dans toute l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et en fait, cet aller-retour entre pollinisateurs et plantes, c'est ça qui est responsable pour toute cette diversité de formes, de structures et d'organisation de fleurs. Il y a des cas d'école d'études sur la coévolution entre insectes pollinisateurs où chaque partenaire exerce les pressions de sélection, les insectes sur la longueur du trompe des insectes pollinisateurs et la longueur des éperons nectarifères des fleurs. Alors, si vous avez fait vraiment attention, vous avez noté, remarqué peut-être que toutes les plantes, toutes les images que j'ai montrées, ça montre les plantes, les fleurs qui possèdent à la fois les organes femelles et les organes mâles. Ce sont les plantes hermaphrodites. Et Tatiana a déjà parlé de ça, mais ça sont c'est le cas le plus courant chez les plantes à fleurs. Mais il y a plein d'autres cas. Ils sont moins courants, il y a moins d'espèces, mais il y a pas mal de plantes qui séparent fonction mâle et fonction femelle entre les fleurs différentes et même entre les individus différents. Donc, tout le monde qui a un jardin et qui a planté des courgettes savent qu'il y a deux types de fleurs de courgettes. Il y a des fleurs de courgettes qui présentent du pollen à l'intérieur et les fleurs de courgettes qui présentent un stigmate bien charnu. Et vous savez que du dos de ces fleurs, vous savez que vous pouvez prédire, même avant que la fleur s'ouvre, le sexe de la fleur. Et quelle déception quand vous sortez dans vos jardins pour regarder vos plantes de courgettes, de trouver que des fleurs avec cette tête. Ou cette tête. Tige fine, bouton floral, et vous savez qu'à l'intérieur, là, ça sera une fleur mâle. Parce que les fleurs femelles s'annoncent. Parce qu'ils ont un ovaire ultra bien développé qui va être un jour, si tout le monde joue le jeu et les insectes viennent polliniser, ça va donner une courgette. En fait, vous voyez, ça c'est déjà développé, la fleur est en fenaison et le développement du fruit a déjà commencé. Mais là, c'est une jeune fleur femelle avec l'ovaire qui est en fait le fruit. Là, il y a une autre qui se présente, mais là, il n'y a qu'un mâle. Là, mâle. Mais évidemment, si vous avez peu de plantes de courgettes, vous avez besoin des fleurs mâles en même temps que les fleurs femelles pour que vos courgettes soient pollinisées et peuvent donner des fruits.
Alors, cette séparation de fonctions sexuelles entre fleurs différentes sur une même plante, c'est un nom, bon, les botanistes adorent créer des noms, mais ça s'appelle le monoïcie, ça veut dire dans une même maison, il y a des deux fonctions sexuelles, mais séparées entre des fleurs différentes. Donc les courgettes, les concombres, les melons, c'est tout un groupe où il y a énormément d'espèces monoïques avec une séparation du sexe entre fleurs différentes, mais sur une même plante. Mais ce n'est pas limité à eux, il y a beaucoup d'autres. Et là, en fait, si vous sortez maintenant, parce que là j'ai fait les photos là, il y a quelques jours, les noisetiers, ils sont en plein fleur. Ils ont commencé déjà en décembre, mais ils sont encore en plein fleur. Les aulnes sont aussi en plein fleur. Et si vous regardez bien, j'ai fait mon mieux de faire une bonne photo, vous trouvez deux types de fleurs différents. Les chatons, là, c'est que des fleurs mâles. Les fleurs femelles chez l'aulne, ils sont regroupées dans une petite structure qui ressemble un peu à une pomme de pin. Mais ça sont les fleurs femelles. Et ça va donner le fruit de l'aulne. Alors, chez le noisetier, là, vous voyez une noisette embryonnaire. Ça, c'est la fleur femelle. Il y a deux. Il y a toujours, c'est un couple, à la base de presque tous les chatons, mais pas tous. Vous pouvez trouver les peu de fleurs femelles qui peuvent donner des noisettes. Et là, vous voyez les stigmates, j'espère qu'ils sont visibles, qui sont exposés pour attraper le pollen qui vole dans le vent. Alors, Tatiana a déjà mentionné l'idée que parfois une structure spécialisée est plus efficace à sa propre tâche qu'une structure généralisée. Et on peut très bien imaginer que la structure des chatons est bien adaptée pour disperser du pollen efficacement dans le vent. Ça pond, vous voyez les nuages de pollen quand vous touchez un chaton de noisetier ou de aulne, et que éventuellement poser une structure comme ça au centre peut empêcher la bonne dissémination du pollen. Et le consensus actuel des biologistes évolutifs qui travaillent sur l'évolution de la structure des fleurs est que beaucoup de ces structures, beaucoup de cette organisation a évolué pour empêcher l'empêchement, pour empêcher qu'une structure spécialisée, par exemple femelle, empêche le bon fonctionnement des structures spécialisées mâles. C'est pour empêcher qu'il y a un dérangement du bon fonctionnement de la fleur spécialisée au sein de chaque plante. Donc là, j'ai montré des fleurs séparément mâles et femelles au sein d'une même plante, mais il y a aussi, et vous pouvez sortir les chercher, des plantes qui séparent les fonctions sexuelles entre des individus différents. Étrange système, n'est-ce pas? Bon, chez le saule marceau, qui est en fleurs maintenant, là, c'est aussi des photos que j'ai prises il y a quelques jours, on trouve des arbres entiers qui produisent des fleurs qui présentent du pollen et des autres arbres entiers qui produisent des fleurs femelles. Et là, vous voyez, il n'y a pas de pollen, il n'y a rien en fait. Il y a les petites pointes blanches là qui sont les stigmates, également exposés pour filtrer l'air et accueillir du pollen qui vient des autres individus. Donc, j'ai fait un petit panoplie, un voyage autour des diversités des fleurs que, pour
pour beaucoup, vous pouvez trouver actuellement. Moi, je vais maintenant juste résumer ça et montrer les cartoons des différents types de systèmes de reproduction qui sont courants chez les plantes à fleurs. Donc, la plupart des plantes à fleurs sont des hermaphrodites, donc hermaphrodites avec fonction mâle et femelle, rassemblés dans un même individu et dans une même fleur. Il y a aussi des individus hermaphrodites avec fonction mâle-femelle qui rassemblent ces deux fonctions au sein d'une même plante, mais séparément entre les fleurs spécialistes mâles et spécialistes femelles. Mais il existe aussi un système de reproduction totalement bizarre où on a des individus qui sont totalement femelles et des autres individus qui sont totalement mâles. Alors, chez les plantes, c'est un peu rare. Chez les animaux, en fait, c'est ça le système courant. La plupart des animaux, pas tous, la plupart des animaux sont dites dioïques avec deux maisons, une maison femelle, une maison mâle. Vous savez qu'il y a des animaux hermaphrodites. Alors, là, vous pouvez voir tous l'hermaphrodite endormi de Bernini au Louvre, qui est un peu étonnant. Les gens sont toujours surpris de le voir. Et les hermaphrodites chez les mammifères, chez les mammifères, ils sont très rares. Chez les oiseaux aussi. C'est toujours les dérèglements du développement. Il n'y a pas d'espèces hermaphrodites chez les mammifères ni chez les oiseaux, mais il y en a chez les poissons. Il y a un peu chez des amphibiens, mais c'est très courant chez des autres animaux. Les vers solitaires sont tous hermaphrodites. Les sangsues sont tous hermaphrodites. Les limaces sont hermaphrodites, certains escargots. Il y a des autres groupes d'animaux où il y a pas mal d'espèces hermaphrodites. Chez les plantes à fleurs, c'est vraiment la majorité, donc c'est plus que 80%. On trouve les monoïques chez à peu près 10% des espèces, c'est vraiment peu. Et également les espèces dioïques chez moins que 10% des espèces. Mais ça qui est intéressant, je veux insister là-dessus, c'est que c'est peu d'espèces, mais la moitié des grands groupes de plantes possèdent au moins une espèce monoïque et presque 40% des grands groupes de plantes possèdent au moins une espèce dioïque. Alors c'est curieux cette distribution avec peu d'espèces mais bien représentée sur l'arbre généalogique des plantes à fleurs. Alors, en fait, une distribution comme ça suggère que c'est un caractère qui évolue souvent, d'une façon répétée, et auprès des groupes non apparentés. Donc, c'est quelque chose qui apparaît par la sélection naturelle plein de fois, d'une façon qu'on s'appelle convergente. Alors, cette image représente un arbre généalogique des plantes à fleurs. C'est présenté en cercle pour que ça colle sur un diapo, en fait. Et la racine de l'arbre est ici. Et on voit des différents groupes qui sont présentés. Là, c'est les groupes les plus ancestraux qui gardent le plus de caractères ancestraux jusqu'à les groupes les plus dérivés. Et toute la diversité des plantes à fleurs, il y a environ 400 familles différentes. Et ce qui est montré là est la distribution des groupes, espèces, genres bisexués, et là où l'unisexualité, cette séparation de fonctions sexuelles entre fleurs, entre plantes, est apparue.
Et vous voyez que bien qu'il y a des exceptions, il y a les grands groupes qui sont bleus, les traits bleus sont souvent très isolés. Ils apparaissent un peu partout sur l'arbre. Et ça, c'est l'empreinte, c'est les traces d'un caractère qui évolue, qui est très labile, qui évolue plusieurs fois. Et récemment, en fait, ça évolue en continuité. Alors, plaçons des différents caractères sur l'arbre généalogique des plantes à fleurs comme ça, permet à nos collègues de reconstruire, c'est un modèle, c'est une hypothèse, mais les caractères de la fleur, de la plante qui était l'ancêtre commun de tous les plantes à fleurs. Et ça, c'est un modèle. C'est un modèle pour la fleur originale qui a donné lieu à tous les plantes à fleurs. Et le résultat, l'analyse le plus parcimonieux, le plus probable pour les caractères de ces plantes à fleurs, cet ancêtre des plantes à fleurs, est qu'elle était bisexuée, donc avec les deux fonctions femelles et mâles au sein d'une même fleur. Bon, les parties femelles, pas encore fusionnées, qu'on voit chez les espèces modernes, qu'on vient juste de voir. Les organes organisés en spirale, les pétales ou sépales, le périanthe organisé en verticille, plusieurs étamines également en verticille. Et ça, c'est l'ancêtre proposé pour toutes les plantes à fleurs. Donc, on revient sur nos distributions de caractères qu'on trouve actuellement. On trouve beaucoup d'hermaphrodites, peu de monoïques, peu de dioïques. Mais en fait, ce n'est pas tout. On trouve plein d'autres choses. Donc, je vais vous montrer un peu les autres combinaisons d'organisation des organes sexuels des plantes qu'on trouve dans la nature. On trouve des individus, là, ils sont tous hermaphrodites parce qu'ils ont les fonctions mâles et femelles à la fois, avec des structures différentes des fleurs. On peut trouver des plantes qui portent fleurs femelles et fleurs hermaphrodites, fleurs mâles et fleurs hermaphrodites, fleurs mâles et femelles et hermaphrodites. Ça, vous pourrez trouver chez vos concombres de temps en temps. Il y aura une fleur hermaphrodite qui se met à côté de vos fleurs mâles et femelles. Et pour des individus pour les espèces où il y a les individus unisexuels, on peut trouver différentes organisations également. On trouve des espèces avec des individus mâles qui cohabitent dans les mêmes populations avec des individus hermaphrodites qui portent fleurs femelles et fleurs mâles. Ça existe. Et également, il y a des espèces, et je vais en parler un peu plus tard, qui contiennent des individus femelles qui coexistent avec des individus qui portent des fleurs hermaphrodites. Il y a certains cas, combinaisons qui manquent là. Ce n'est pas parce qu'ils sont impossibles, mais c'est parce qu'ils sont très très rares. Éventuellement, ils sont impossibles pour des raisons, des contraintes. Et alors, pour revenir à notre arbre généalogique, on voit toutes ces transitions et on veut comprendre comment et pourquoi toutes ces transitions se passent. Pourquoi la séparation des sexes et l'unisexualité évoluent tant de fois. Alors, on revient là. On sait maintenant que l'ancêtre de toutes les plantes à fleurs était comme ça. En fait, pour comprendre cette évolution, il faut comprendre comment on passe de cet état aux autres états. Donc, on a besoin d'expliquer la séparation des sexes entre
individu femelle, individu mâle au sein d'une même population. Commençons avec un ancêtre qui porte des individus bisexués, les fleurs bisexuées au sein du même individu. Et évidemment, on ne peut pas passer de là à là dans une seule étape. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ça faut deux grands changements. Il faut l'évolution à la fois de la stérilité mâle qui engendre les fleurs femelles et l'évolution de la stérilité femelle qui engendre des fleurs mâles. Il faut faire ça dans une seule population pour que ça puisse donner lieu aux individus femelles et mâles dans une même population. Et c'est trop improbable qu'on peut passer d'un état hermaphrodite à un état dioïque rapidement ou facilement. Donc, les biologistes évolutifs qui travaillent sur cette problématique, ils ont proposé deux chemins possibles, et aussi quelques autres, mais deux chemins principaux pour comprendre comment on est passé de l'état hermaphrodite à l'état dioïque, qu'on a fait plein de fois. Donc, il faut que ça soit possible. Donc, parce que la nature l'a produit, il faut comprendre les chemins et comprendre comment ça s'est passé. Donc, il y a un premier chemin qui passe par une étape intermédiaire des plantes monoïques qu'on connaît. Ils existent. J'ai montré les noisetiers, j'ai montré les aulnes et les courgettes. Donc, on connaît. Et ça, c'est une possibilité. Et une autre possibilité qui passe par un intermédiaire avec les individus femelles qui partagent les mêmes populations avec les individus hermaphrodites. Alors, réfléchissons. Quels sont les avantages d'être hermaphrodite? Pourquoi on peut perdre l'état hermaphrodite? Quelles pressions de sélection peuvent mener à perdre les fonctions sexuées? Alors, les avantages d'être hermaphrodite, il y a deux voies de reproduction pour chaque individu. Il y a la voie mâle et la voie femelle. Et ça les permet à transmettre leurs gènes dans les générations suivantes. Donc, un hermaphrodite ne met pas tous ses œufs ou tous ses gènes dans un même panier. Il y a toujours une voie alternative pour la transmission des gènes. C'est une stratégie généraliste. Une fleur, la structure sert à deux fonctions à la fois, qui, on peut imaginer, est plus efficace. Et quelque chose que Tatiana a mentionné avec les citations de Woody Allen, c'est que tout individu dans la population a un partenaire sexuel potentiel. Et s'il n'y a personne, si on est vraiment tout seul, l'autopollinisation est possible. Ce sont les avantages d'être hermaphrodite. Les désavantages d'être hermaphrodite, c'est que, effectivement, c'est une stratégie généraliste. Une fleur sert à deux fonctions sexuées, mais peut-être ce n'est pas optimisé. C'est l'exemple de Mark Knopfler et le super musicien qui fait plein de choses. Donc, être généraliste peut être un désavantage. On peut avoir interférence entre les deux fonctions, mâle et femelle. Et c'est ça dont j'ai parlé quand j'ai imaginé les fleurs femelles au sein des chatons de fleurs mâles. Et l'autopollinisation qui peut assurer une reproduction sexuée, manque d'autres partenaires, peut engendrer des descendances de moindre qualité parce que ça rassemble des mutations délétères que chaque individu porte. Alors, donc, revenons à ces plantes monoïques. On voit les exemples. Alors, séparer les sexes au sein d'un individu, ça permet justement que les structures différentes maximisent les deux fonctions. Ça évite l'interférence entre les fonctions sexuelles en place et en temps. Et ça permet plus de flexibilité en allocation aux deux fonctions. C'est plus facile de faire plus de fleurs mâles en gardant le même nombre de fleurs femelles quand les fonctions sont séparées entre les fleurs différentes.
Et il faut insister que la monoïcie, d'avoir les deux fonctions chez les fleurs différentes au sein d'une même plante, n'empêche pas l'autopollinisation. Donc, ils peuvent encore avoir les avantages, mais aussi les désavantages de l'autopollinisation. Donc, en fait, l'évolution de la monoïcie, séparation entre deux structures spécialisées au sein d'un même individu, ne pose aucun mystère évolutif. C'est très facile d'imaginer un tas d'avantages. On sait que c'est quelque chose qui a évolué plein de fois. Et donc, c'est très probable que c'est un chemin prêté pour passer de l'état hermaphrodite à l'état dioïque. En fait, quand on regarde la distribution de ces différents systèmes de reproduction à travers la généalogie des plantes à fleurs, on trouve très souvent que dans les familles, les deux sont présentes. Donc, quand une famille a déjà ou a des plantes monoïques, c'est plus probable qu'on trouvera aussi des plantes dioïques qui suggèrent que ce chemin évolutif a été utilisé plusieurs fois. Alors, maintenant à l'autre chemin, le chemin à travers des individus, des populations avec femelles et hermaphrodites. Alors, ce système de reproduction, qui s'appelle le gynodioïcie, parce qu'il y a des femelles et les hermaphrodites en deux maisons différentes au sein d'une population, c'est rare, mais ça existe. En fait, on trouve chez très peu d'espèces, à peu près 2% des espèces, mais c'est trouvé dans 18% des familles de plantes. Donc là, pareil, c'est quelque chose qui a évolué de façon répétée et souvent. Et ça, c'est plus mystérieux. Parce que, alors, on comprend là, en fait, on a juste séparé les fonctions, on n'a rien perdu. On a juste réorganisé les structures au sein d'un même individu. Là, ça implique que des individus femelles qui ont perdu leur capacité de faire du pollen et engendrer des graines chez des autres individus dans la population, ils ont envahi une population qui était à la base parfaitement hermaphrodite. Et ça, c'est un petit mystère, parce que perdre une fonction sexuée, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que, du point de vue d'un gène qui stérilise la fonction mâle, il faut, comme Tatiana a bien expliqué pendant les semaines, il faut toujours réfléchir du point de vue du gène. Le gène qui empêche la production de pollen chez cette plante femelle a enlevé sa capacité d'engendrer des graines chez les autres. Donc, si on compare un individu hermaphrodite avec un individu femelle, l'individu hermaphrodite produit un certain nombre de graines, mais engendre un certain nombre de graines chez les autres en exportant son pollen de ses anthères. La femelle, elle a une seule voie pour transmettre ses gènes dans la génération suivante. Donc, le gène qui la rend mâle stérile réduit automatiquement son capacité de transmettre ces gènes, de ce même gène, à la génération suivante. Donc, comment un tel gène pourrait avoir du succès, augmenter en fréquence et envahir la population? Alors, on a longuement réfléchi parce que ça existe. Il faut expliquer comment ça a pu arriver. Donc, et de plus, si c'est une mutation normale, cette mutation portée par cet individu qui empêche la production de ces pollens, ça va se trouver uniquement dans la moitié de ces graines, aux causes de la méiose que Tatiana a expliqué aujourd'hui, que chaque gène a une chance sur deux d'être dans chaque descendant. Alors, comment ça peut se faire? Alors, imagine peut-être qu'en ne pas produisant du pollen, cet individu est capable de faire 2 fois plus de graines.
Donc, l'énergie qu'elle épargne en ne pas faisant le pollen, elle les transforme en graines. Si c'était le cas, cette mutation sera neutre. Ça ne sera pas avantagé, ça sera neutre, mais ça peut être maintenu dans la population. Et si on ajoute quelques graines en plus que la double, et éventuellement ça peut augmenter en fréquence. Donc, OK, une mutation qui rend un individu mâle stérile peut envahir une population si le résultat est que les femelles qui portent ces gènes produisent plus que 2 fois plus de graines que leurs congénères hermaphrodites. Ça semble un peu stringent, mais pourquoi pas? Alors, l'autre possibilité est qu'elles ne fassent pas plus de graines, mais elles fassent des meilleures graines. Donc, des meilleures graines qui sont soit plus gros, soit meilleures pour des autres raisons, qui engendrent les plantules qui survivent mieux ou s'installent mieux ou sont plus compétitives. C'est une autre possibilité. Mais il faut que sa reproduction femelle soit au moins 2 fois mieux que la reproduction femelle des hermaphrodites dans la population. Une autre possibilité est qu'elle survit mieux. Elle survit plus longtemps. Donc, la femelle, elle produit autant de graines que ses partenaires, mais les hermaphrodites, ils meurent et les femelles continuent à reproduire pendant plus longtemps. Donc, c'est des autres possibilités. On peut imaginer. Donc, c'est ça les modèles qui étaient proposés, les hypothèses à tester pour comprendre et expliquer que ce système de reproduction arrive à envahir les populations. Mais si vous avez fait attention, tous ces arguments que j'ai apportés là, ils fonctionnent également bien pour le cas de stérilité femelle. Si un mâle produit 2 fois plus de pollen ou survit 2 fois mieux, ou en produisant du meilleur pollen, féconde des autres plus efficacement et engendre des descendants avec un meilleur survie. Mais en fait, on ne trouve jamais ça. Si, on trouve ça. On trouve ça chez 3 espèces sur les à peu près 370 000 connues. Et peut-être il y a d'autres, mais on n'a pas encore trouvé. Donc c'est rare, c'est ultra rare. Mais la stérilité mâle et la coexistence des femelles et des hermaphrodites dans les populations, bon, ce n'est pas courant, mais je peux vous montrer pas mal, juste à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Et tous les arguments que je vais vous présenter, ils peuvent également expliquer l'évolution de la stérilité femelle, mais on ne trouve pas. Donc, il nous manque un truc. Quelque chose manque dans notre explication. Donc, il faut trouver, désolé, je reviens, il faut trouver une explication qui à la fois explique l'invasion des individus unisexués dans les populations femelles et ne peut pas expliquer l'invasion des individus unisexués mâles. Donc, quelle est la différence entre la fonction mâle et la fonction femelle? Bon, en principe, il n'y a pas tant que ça. Mais, alors, les arguments que je vais vous présenter fonctionnent pour le génome nucléaire qui suit les lois de Mendel. Donc, Tatiana a expliqué la méiose ce matin. Elle a expliqué comment les gamètes sont formés par méiose, qui réduit le nombre de chromosomes. Et le génome nucléaire suit les règles de Mendel, qui fait que chaque gène nucléaire se finit à une chance sur 2 de finir dans chaque gamète. Donc, chaque copie de chaque gène, une chance sur 2. Pour les gènes nucléaires, il n'y a pas de différence entre la fonction mâle et la fonction femelle. Mais il y a quand même une différence.
Et Tatiana a parlé des mitochondries aujourd'hui, les organites dans les cellules. Et dans les cellules des plantes, en fait, il y a le noyau qui contient le génome nucléaire et toutes les instructions pour construire l'organisme. De ce génome nucléaire, la moitié vient de la mère, la moitié vient du père, comme pour nous tous. Mais il y a aussi deux organites, deux types d'organites, les chloroplastes et les mitochondries chez les plantes. Chez les animaux, il y a uniquement les mitochondries, on n'a pas de plaste. Et eux, ils ont leur propre génome. Ils n'ont pas un énorme génome. En fait, ils ont perdu beaucoup de leur génome qui s'est transféré vers le noyau, qui les contrôle. Mais les mitochondries contiennent encore les gènes, les chloroplastes aussi. Et les mitochondries sont responsables pour le bilan énergétique de toutes les cellules. C'est là où le glucose est transformé en énergie, dans toutes nos cellules. C'est les mitochondries qui sont responsables. Et les mitochondries, ils sont transmises uniquement par la voie femelle. Donc, on peut imaginer des mutations mitochondriaux, les mutations dans le génome des mitochondries, qui vont influencer le bilan énergétique, qui peuvent peut-être modifier le phénotype de la plante. En particulier, dans les cellules très actives, comme les cellules où le pollen est produit dans les anthères. De plus, du point de vue d'un gène qui se trouve dans un mitochondrie, qui est transmis uniquement par la voie femelle, le pollen ne sert à absolument rien. Parce que les mitochondries ne se trouvent jamais dans le pollen. Donc, une mutation mitochondriale qui change le bilan énergétique dans les cellules des anthères pour empêcher la production de pollen, qui permet à la plante de réallouer cette énergie à produire un tout petit peu plus de graines ou de meilleures graines, ça peut envahir la population. Et en fait, pour les mutations, si les mutations de stérilité mâle sont portées par les mitochondries, il y a deux suites. Déjà, un tout petit peu avantage femelle suffit pour que ça envahisse la population parce que cette mutation se trouve dans chaque graine. Donc, ça change les conditions pour l'invasion de la mutation dans la population et ça change la transmission de cette mutation. Parce qu'une mutation nucléaire se trouve dans la moitié des graines. Une mutation mitochondriale se trouve dans toutes les graines. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une population où il y a une mutation mitochondriale qui engendre une femelle, qui empêche la production de pollen? Donc, dans une population stable, écologique, il y a toujours quelques sites qui deviennent libres parce qu'un individu meurt. Et petit à petit, si ces plantes produisent un peu plus de graines que les autres, ils vont augmenter en fréquence. Ils vont augmenter en fréquence parce que la transmission de cette gène est 100% dans la descendance de ces femelles. Et la transmission de tout gène nucléaire, de tous les autres, c'est seulement à 50%. Donc, on peut imaginer, et en fait, on peut observer, des populations qui deviennent majoritairement femelles. Les femelles augmentent en fréquence jusqu'au... Il n'y a pas assez d'hermaphrodites autour pour les féconder tous. Ça peut se faire, et en fait, il y a deux suites possibles. Bon, il y a plusieurs suites possibles, mais il y a deux suites. Il y a une suite ça représente en fait l'invasion d'un élément égoïste génétique qui envahit la population, qui le transmet totalement en femelle, qui à la fin n'est pas durable parce qu'il n'y a pas de pollen.
Cela dit, dans les populations réelles, il y a toujours la possibilité d'un migrant de nos populations, l'apport des graines, le mouvement de sol, qui fait que les nouveaux hermaphrodites peuvent être réintroduits. Donc, on peut avoir l'invasion de cet élément de stérilité mâle. Une autre chose qui se passe, et on peut observer que ça se passe, et cette invasion d'éléments égoïstes mitochondriales qui empêchent la production de pollen, ça engendre un conflit génétique entre les gènes dans le noyau et les gènes de mitochondrie. Parce que les gènes dans le noyau, ils se transmettent aussi bien dans le pollen et dans les ovules et dans les graines. Donc, pour les gènes nucléaires, l'action de la stérilisation mâle, ça empêche leur voie de transmission. Donc, toute mutation nucléaire qui arrive à contourner l'action de ces mutations mitochondriales vont être favorisées par exactement les mécanismes d'avantage du sexe rare que Tatiana a présenté ce matin. Et on observe ça. On observe des nouveaux types de hermaphrodites qui apparaissent dans les populations qui s'appellent des femelles restaurées. Elles portent encore les gènes mitochondriales de stérilité mâle, mais ils ont une mutation nucléaire qui permet à restaurer la production de pollen. Et évidemment, par avantage du sexe rare, ils envahissent la population et ils peuvent le convertir petit à petit en population plus ou moins hermaphrodite, même totalement hermaphrodite. Et ça aussi qu'on observe, et qu'un jour, il apparaisse une nouvelle mutation mitochondriale qui engendre un nouveau type de femelle et la dynamique se redéclenche. Et ces vagues d'invasion et contournement de mutations mitochondriales pour la stérilité mâle ont été très bien décrites chez un certain nombre d'espèces, entre autres le plantain, petite espèce qu'on trouve dans tous les parcs. Donc, c'est un processus qu'on connaît, qu'on a décrit et qu'on peut observer. Alors, mais la question de qu'est-ce qui se passe quand une mutation mâle stérile envahit une population, c'est une question intéressante. Et c'est une question, en fait, ça représente ma première expérience vraie de recherche. C'est le travail que j'ai fait pendant mon master. Et je suis vieille, donc ça date. Mais je vais vous raconter un tout petit peu, j'ai encore quelques minutes, sur la silène à caule, qui est une super plante qui pousse sur le toundra. Donc ça a l'avantage d'être une plante qui se pousse uniquement dans les zones très difficiles à accéder. Et dans les populations de cette plante, qui poussent alors dans le haut Arctique, mais aussi tous les hauts montagnes d'Europe, Amérique du Nord et un tout petit peu en Asie, c'est qu'on peut trouver les individus femelles et les individus hermaphrodites dans la même population. Et en fait, on trouve aussi des individus mâles. Et moi, je sais que ça, c'est un individu mâle, mais je sais un peu parce que même les fleurs fanées, là, ne produisent pas de fruits, même que ça produise du pollen. Donc, cette plante représente vraiment une étape intermédiaire dans l'évolution de la dioïcie d'un ancêtre hermaphrodite. Donc, j'avais testé des hypothèses sur la fécondité des femelles, posant la question est-ce que les femelles sont vraiment plus fécondes que les hermaphrodites et à quel point. J'ai testé les hypothèses sur la qualité des graines produites par les femelles pour tester si elles sont meilleures que les graines produites par les hermaphrodites.
Et j'ai posé des questions sur la dépression de consanguinité chez les hermaphrodites, si ça peut jouer un rôle pour donner un avantage aux femelles parce que les femelles ne peuvent pas s'auto-féconder. Et alors, juste pour résumer les résultats, j'ai trouvé qu'effectivement, les femelles sont plus fécondes, que leurs graines sont meilleures et dans des plantules de meilleure qualité qui survivent mieux. Donc, tout est bien. Mais j'ai aussi pu mettre en évidence un nouveau mécanisme qui confère un avantage aux femelles, parce que les femelles engendrent plus de compétition pollinique sur leurs stigmates. Alors, je vais revenir, je fais ça rapidement, à la sélection sexuelle, parce que je veux vous convaincre que la sélection sexuelle fonctionne également pour les plantes que pour les animaux. Alors, Tatiana a parlé de sélection sexuelle la semaine dernière, et sélection sexuelle est basée sur l'idée que la variance en succès reproducteur d'un sexe est plus grand que la variance du succès reproducteur de l'autre. Et j'insiste, et c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir d'une façon viscérale, la moyenne de succès reproducteur femelle et mâle est toujours égale dans une population parce que tout le monde a un mère et un père. La moyenne est égale, mais la variance peut être très différente. La variance mâle est beaucoup plus grande que la variance femelle parce qu'il y a des mâles qui ne produisent pas d'enfants et des mâles qui produisent beaucoup. Alors, chez l'être humain, le record du monde féminin est 69 enfants produits ou mis au monde par Valentina Vassiliev en XVIIIe siècle en Russie. Mais le record du monde masculin, c'est plus que 1000. Probablement Genghis Khan. Et en fait, on trouve les traces du chromosome Y de Genghis Khan chez des dizaines de millions de mille de personnes partout dans le monde. Donc, on sait que le succès, cette variance en succès reproducteur peut avoir des effets importants sur les caractéristiques des populations. Alors, revenons à la sélection sexuelle. On comprend un peu comment ça se passe chez les animaux parce que les femelles peuvent rendre visite aux mâles qui font la parade, peuvent choisir, peuvent décider « ah, celui-là, c'est peut-être mieux que l'autre ». Oui. Alors, qu'est-ce que les plantes peuvent faire? Les plantes sont sessiles, elles ne bougent pas, ne peuvent pas les visiter. En fait, elles attendent la visite d'un pollinisateur qui vient apporter du pollen. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour faire le bon choix et de décider qu'un mâle devrait féconder ses ovules plus qu'un autre? Alors, et c'est visible, alors, chez les femelles de Silène acol, les stigmates sont énormes. Elles sont énormes et elles sont couvertes de papilles qui sont très collants, qui sont très efficaces et beaucoup plus efficaces à attraper le pollen que les stigmates, les hermaphrodites, qui font évidemment la même chose, qui attrapent du pollen, qui font des graines. Et ça qui se passe est que l'accumulation de pollen, le pollen s'accumule beaucoup plus rapidement sur les fleurs femelles que sur les fleurs hermaphrodites. Et là, vous voyez cette image de ma collègue Linda Delf. Là, en rouge, ça sont les graines de pollen sur les papilles du stigmate qui les collent. Les graines de pollen germent et ces tubes polliniques mènent vers les ovules pour les féconder. Et en fait, les femelles engendrent une situation de compétition bien supérieure qu'on trouve chez les hermaphrodites, qui les permet de faire un tri plus efficace entre graines de pollen de différentes qualités ou différentes compatibilités pour elles. Donc, la sélection sexuelle, on pense toujours au pont,
mais pensez aux fleurs. Les plantes également sont issues des processus de sélection sexuelle. C'est un processus qui marche aussi bien chez les plantes que chez les animaux. Donc juste pour terminer, je vous représente toute cette diversité des tailles, couleurs, formes de fleurs et je veux vous donner des messages qui sont que les systèmes de reproduction sont importants. Ils déterminent qui se couple avec qui et combien. Et ça détermine les trajectoires évolutives des populations. Les plantes, vous connaissez tout, présentent une grande diversité de systèmes de reproduction qui évoluent par les mécanismes divers, entre autres invasion des éléments égoïstes, conflits génétiques et sélection sexuelle. Donc, quand vous voyez les fleurs qu'il y a sur vos chemins, pensez à tout ça. Merci pour votre attention.